Nous allons parler sur cette table ronde d'Industrie 4.0 et surtout de manière très concrète de mettre en œuvre une démarche d'Industrie 4.0 face aux différentes problématiques qui animent aujourd'hui l'industrie, à savoir ça peut être donc l'agilité évidemment, les performances, la réponse aux crises, aux différentes crises. Pourquoi pas également la crise énergétique également. On va parler aussi de cybersécurité, bien entendu. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur cette table ronde tout d'abord Céline Soubera, donc chef de programme innovation au sein du CEA Tech. Ensuite Olivier Insinger, directeur des opérations du site ST Microélectronique de Crolles. Et enfin, Pierre Genouvrier, donc directeur technique de la société Linred. Alors, tout d'abord, je vais vous demander donc de vous présenter chacun et de me dire ce que représente aujourd'hui l'Industrie 4.0 pour vous et pour votre entreprise. On va démarrer comme vous voulez. Comme vous voulez. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Céline Soubera, donc je travaille au CEA sur le site de Grenoble. Donc je suis en charge en ce qui me concerne donc d'un programme qui s'appelle EasyPOC, qui est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour financer des projets d'innovation entre les laboratoires du CEA et les PME de la région. Donc l'objectif ici, ça va être de financer la première étape cruciale en termes de technologie, c'est-à-dire la partie étude de faisabilité aux preuves de concept, et qui finance donc à 100% cette première étape et qui permet après à l'entreprise, une fois que le projet est fait, de dire oui ou non, elle continue dans l'innovation qui a été identifiée avec le laboratoire. Ça va concerner des capteurs, l'énergie, la cybersécurité par exemple. Voilà, donc l'industrie. Donc en fait, c'est un programme qui commence à démarrer depuis 2 ans. On a été assez surpris. On pensait qu'il y aurait beaucoup plus d'électronique, mais il y a beaucoup l'énergie qui est très sollicitée par les PME depuis le début du programme. Donc à moitié énergie, moitié sur la partie numérique. Donc pour nous, l'industrie 4.0 vue d'un labo de recherche comme le CEA. Donc je ne sais pas si vous connaissez le CEA. On fait de la recherche, mais on fait aussi du transfert industriel. D'ailleurs auprès de Sowitech comme auprès de ST, mais aussi avec des PME. Et donc nous, on va amener des briques où on va déverrouiller une problématique technique. Donc soit pour réaliser des capteurs autonomes pour la maintenance prédictive, par exemple. Donc on a tout un champ sur les capteurs. La communication sans fil qui peut être perturbée dans certaines parties industrielles. On travaille sur les diagnostics de cybersécurité, recommandations, conception de systèmes pour la cybersécurité dans certaines parties. L'énergie aussi, bien évidemment, recommandations sur les aspects énergie, récupération d'énergie, et tout ce qui est intelligence artificielle, robotique et cobotique. Voilà, donc nous, on intervient sur les aspects technologiques. Voilà. Donc une vision très très large, effectivement. Vas-y, je vous en prie. Bonjour, je suis Olivier Insinger, donc je suis directeur des opérations de la Fab 300 mm de ST Microelectronics à Crolles. Ça te un approcher, peu plus oui, juste là. Voilà, donc j'ai accompagné le site 300 mm, la Fab 300 mm dans sa croissance depuis un peu plus de 20 ans. Donc c'est un site industriel où on a 4700 personnes qui opèrent. La partie 300 mm, un peu plus de 2000. Donc avec à peu près 1000 personnes qui font de la R&D sur ces 4700. On va juste parler un petit peu plus fort. Plus fort. Oui. Voilà, donc l'industrie 4.0, nous en fait on la pratique au quotidien dans notre opérationnel depuis à peu près plus de 15 ans. À tel point que pour faire cette intervention, je me suis quand même replongé dans ce qu'était effectivement la définition de l'industrie 4.0 parce qu'à force on baigne dedans, donc je voulais être sûr de ne pas faire d'impair dans le contour. Mais c'est un incontournable de notre opérationnel. J'aurai l'occasion de le détailler un peu plus avant dans les prochaines questions. Et c'est la condition de notre existence et de notre croissance au quotidien dans cette industrie. Monsieur Genouvrier. Bonjour, donc je suis Pierre Genouvrier, je suis le directeur technique de Linred.
Nous, on fabrique des capteurs infrarouges, des systèmes d'imagerie infrarouge, que ce soit pour l'industrie, la surveillance ou la défense. Et le 4.0, pour nous, c'est plutôt des nouveaux outils. Alors des nouveaux, plus si nouveaux que ça, parce que c'est déjà des technologies pour certaines. Mais c'est vrai qu'on essaie de les intégrer au fur et à mesure que des problèmes se posent et que ces outils-là permettent de lever ces problèmes, de les résoudre ou d'apporter des solutions efficaces. D'accord. Alors plus précisément, donc, alors, vous m'avez dit effectivement que pour la plupart, l'industrie 4.0 est bien dans l'ADN un peu de vos entreprises. Mais comment cette industrie 4.0 était-elle perçue par l'ensemble de l'entreprise, par les salariés notamment, par la direction, voilà, qui a porté aussi cette nouvelle vision d'entreprise? Oui. On va le faire dans l'autre sens. Donc nous, c'était plutôt l'intuition de notre président en 2017 qui se dit il y a des choses, bon, c'est pas mon sujet, mais par contre il y a peut-être des salariés que ça motive, que ça intéresse, donc on va les réunir dans un groupe transverse, interdirection, et on va les charger pendant un an d'aller sortir de l'entreprise et de regarder tout ce qui existe, qui est tagué 4.0, d'aller voir ce qui se fait. Et puis au bout d'un an, ils sont revenus avec des préconisations par rapport à des problèmes terrain qui, eux, pouvaient rencontrer. Je pense que la clé pour nous, c'est vraiment de partir d'un problème et pas de partir de la solution, pour que la solution elle soit pertinente. Donc voilà, ces gens-là, ils se sont organisés, on leur a donné un budget, et puis ils ont émis un certain nombre de propositions. Certaines ont été jusqu'à leur concrétisation, d'autres se sont arrêtées assez vite parce que le coût, quelque part, était trop élevé par rapport aux gains qu'on pouvait en espérer. Elles étaient intéressantes techniquement, mais pas forcément pertinentes industriellement. Voilà, donc après les deux technologies finalement qu'on a adoptées, mais on les détaillera peut-être un petit peu plus après, c'est surtout l'impression 3D qu'on a rentré vraiment dans notre quotidien de travail et les algorithmes d'intelligence artificielle sur nos process ou nos usages. D'accord. Même question pour la partie ST Microelectronics. Alors la démarche est un peu différente par rapport à ce qui a été décrit, c'est-à-dire que nous, bon, encore une fois, ça fait 15 ans, je pense que le concept à l'époque était un peu moins abouti. En revanche, c'est parti d'un besoin fort, et ce besoin, en fait, le gros déclenchement, on avait un MES, on a démarré avec ça, qui communiquait avec des équipements en réseau, on n'a pas une ligne de fabrication, on fabrique, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on fabrique donc des composants électroniques. Et encore une fois, chaque lot, chaque wafer de silicium peut aller d'un équipement à l'autre dans une sorte de réseau selon une route préprogrammée. Tout ça était déjà opéré, on a démarré comme ça. C'est posé donc le problème quand on monte en volume du transport physique, tout simplement, de ces plaquettes de silicium qui bougent donc dans des boîtes par paquet de 25, ça pèse à peu près 10 kg. Et on s'est trouvé confronté simplement au fait que pour déplacer d'une étape à l'autre ou pour aller stocker ces boîtes avec des mouvements manuels, c'était tout bonnement impossible, même en suivant quelque part une route préprogrammée sur un écran, parce que le balai organisationnel que ça aurait impliqué et la quantité de gens, et j'allais dire d'autoroutes sur lesquelles ces gens auraient dû se déplacer en portant des charges était tout bonnement impossible à mettre en œuvre. Je vous donne juste quelques chiffres pour que vous rendiez compte de l'échelle que ça implique. Aujourd'hui, on a à peu près 8 km de rails sur lequel, accrochés au plafond sur lequel ces lots vont pouvoir voyager. 85 000 mouvements par jour, ce qui fait un total pour chaque boîte qui contient 25 tranches de silicium de plusieurs centaines de kilomètres à effectuer et plusieurs centaines de tonnes si on somme le poids de la matière qu'on doit faire voyager dans notre fab. Bon, vous vous rendez compte que ça s'impose à nous. Donc au départ, c'est bien le besoin tel que ça a été décrit. Et on a commencé à mettre en place un système de transport automatique et de chargement automatique des machines interconnecté avec le MES. Et à partir de ce moment-là, quand on commence à interconnecter des systèmes comme ça, on a derrière en fait un bourgeonnement ou d'opportunités ou de besoins qui vont pouvoir être résolus en connectant d'autres systèmes progressivement à ce préexistant. Voilà. Céline Soubeyra,
Je reviens justement à cette image d'industrie 4.0 avant d'entrer plus précisément dans les projets, mais parmi à quel moment vous avez senti finalement que les PME que vous suivez, notamment des PME en grande partie, que vous suivez ont pris conscience de l'importance, peut-être même de la nécessité ou de l'urgence d'aborder aujourd'hui une nouvelle démarche? Alors, le CEA, effectivement, travaille dans les nouvelles technologies électroniques et la microélectronique depuis longtemps. C'est vrai que les industries plus traditionnelles ont démarré, je dirais, nous, les coopérations ont démarré en l'an 2000, par exemple avec Michelin, mais là, c'est plutôt une grande entreprise. Et de plus en plus de PME, je dirais depuis 2010, ça s'accélère fortement. Donc, avec une disparité assez importante, en fait, dans l'apparition du numérique dans les PME, c'est clair. Mais néanmoins, avec une grosse progression, la CCI de la régionale, alors si on passe sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est quand même la première région industrielle en France, donc ça fait une belle image. Donc en 2019, il y avait eu une étude, c'est 70% des PME quand même qui ont déjà engagé ou vont engager une démarche de numérisation industrie 4.0 dans leur PME, avec plus de grosses PME que de petites PME, on va dire, mais il n'y a pas un gros écart entre les TPE et les PME. Les PME les plus avancées dans la numérisation de leurs procédés au sens large, commercial jusqu'à l'industrie, c'est plutôt le tertiaire B2B, ensuite le tertiaire B2C, ensuite l'industrie et le BTP qui est un petit peu en retrait dans la numérisation ou la robotisation de leur industrie. Donc, en fait, une entreprise aujourd'hui, elle peut se reposer sur pas mal d'aides pour déjà faire un premier diagnostic, par exemple, pour l'aider à trouver les bons leviers pour aller sur la numérisation. Donc, les agences de développement régional aident et ont des programmes d'aide pour vraiment financer ou conseiller une entreprise qui peut conseiller la PME dans sa numérisation. Et nous, au niveau de labo de recherche, on va intervenir une fois que l'entreprise a déjà quand même commencé à numériser, identifier ce qu'elle veut faire. Et nous, au niveau des labos de recherche comme le CEA, on va intervenir sur un verrou en particulier, c'est-à-dire la PME elle est assez pragmatique. Donc, justement, ce que vous décriviez, c'est ce qu'on voit nous sur le terrain. Donc, elle va avoir un verrou très particulier, la communication sans fil très compliquée dans son usine, un capteur qui doit être complètement autonome, donc récupération d'énergie. Donc on va intervenir, nous, en termes de labo de recherche, sur ces points précis, dans lesquels on va déverrouiller quelque chose qui va permettre de développer sa solution numérisée, robotisée dans son usine. Donc je dirais, voilà, ça progresse bien, mais il reste des freins. Alors les freins principaux pour les PME, ça va être le frein financier, le temps, l'investissement que ça demande, donc c'est les principaux freins des PME aujourd'hui. Et aussi, ce qui émerge aujourd'hui en industrie 4.0, que je peux dire aussi, c'est quand on parle de numérisation, du coup, on parle de données. Donc, il y a des freins aussi sur le partage des données, avec les offres de solutions aussi. La cybersécurité qui peut freiner pas mal les PME également. Et ce qui émerge aujourd'hui, c'est plus la valorisation. Comment je peux valoriser, est-ce que je peux avoir un business direct sur ma valorisation de données au sein de mon usine? Ça, c'est quand même assez émergent encore. D'accord. On parlera aussi des avantages juste après la présentation. Chacun, Monsieur Genet-Ouvrier, vous allez commencer sur la présentation vraiment rentrer dans le dur là, du projet ou des projets que vous avez mis en place dans votre société chez l'INRED. Le premier projet où je peux aller assez vite, parce que je pense que maintenant tout le monde est convaincu, c'est l'impression 3D. Les personnes de notre bureau d'études ont souhaité avoir cet outil en plus de la vision 3D qu'on avait avant, qui permettait de voir un certain nombre de choses. Le problème étant, on a des demandeurs qui ont besoin d'outillage pour travailler, mais ce n'est pas des mécaniciens. Donc leur faire exprimer précisément ce dont ils ont besoin, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc il faut discuter évidemment, échanger, faire des propositions et il y a un aspect itératif. On va faire un premier outil, il va coûter quelques milliers d'euros, il faut l'usiner, etc. On va l'essayer et mince, j'avais oublié de dire finalement il y a une encoche, elle n'est pas au bon endroit. Je me suis trompé ou alors pour moi c'était tellement évident que j'en ai pas parlé. Et donc on était dans ces itérations qui coûtent assez cher parce qu'à chaque fois, quelques milliers d'euros, puis l'usinage il est assez long, il faut avoir un créneau chez l'usineur, il faut aller chercher la pièce, la vérifier, etc. Et donc en passant à l'impression 3D, finalement, on peut se dire, j'ai le droit à l'erreur. J'ai le droit à avoir quelque chose qui n'est pas tout à fait finalisé,
où l'expression de besoin n'est pas très claire. Il faut quand même qu'elle soit un petit peu claire, sinon on ne sait pas trop quoi faire. Mais voilà, on a le droit d'essayer des choses. On imprime en une journée la pièce et le demandeur il repart avec sa pièce en plastique et il va essayer directement dans son atelier à l'endroit qui l'intéresse. C'est pas la bonne matière, mais c'est pas grave. Et il essaye, et puis c'est là où il se rend compte, ah ben mince, tiens, il manquait quelque chose, et puis finalement, je pensais que ce serait bien comme ça, mais c'est pas ergonomique. Et donc il revient, mais avec beaucoup d'informations, vers le concepteur de l'outillage pour deuxième itération. Et en fait, avec ce process, on va beaucoup plus vite, ça coûte beaucoup moins cher, parce qu'une pièce en plastique, ça vaut quelques euros, une fois qu'on a les imprimantes. Et puis après, donc ça c'est la première étape où on décoincer un verrou en fait. On a gagné du temps, on a gagné de l'argent. Et puis après, on se dit finalement, je sais faire des pièces en plastique, elles peuvent peut-être servir à autre chose. Et donc comme on a cette relation privilégiée avec le demandeur, on va imaginer d'autres usages qui vont de nouveau amener de l'efficacité dans les lignes de production. Donc voilà, j'ai envie de dire c'est le premier projet vraiment réussi, 3 imprimantes 3D, avec différentes caractéristiques qui répondent à des besoins différents, et ça nous permet comme ça d'itérer. Le outil qu'on a vraiment développé, c'est l'intelligence artificielle pour nos procédés. C'est-à-dire qu'on est dans de la microélectronique, les procédés sont complexes, alors évidemment on a une batterie d'ingénieurs qui ont de fortes connaissances sur ces machines, et pourtant c'est pas suffisant, et pourtant des fois il se passe des choses qu'on ne comprend pas, parce que la machine, elle est extrêmement complexe. Et donc ce qu'on a essayé, c'est d'apporter à ces ingénieurs qui travaillent sur la physique des choses un outil statistique où on met toutes les données que la machine va cracher, on la fait analyser par des algorithmes d'intelligence artificielle. Eux vont dire, quand le process s'est bien passé, ils vont dire, bah ça c'était un moment où ça s'est bien passé, et puis des moments où ça s'est mal passé. Et on essaye de trouver des corrélations statistiques. Alors, la corrélation, elle ne vaut pas causalité, c'est là où il faut être très vigilant, mais en essayant ça sur une machine, on a gagné quelques semaines sur une calibration, c'est-à-dire quand on redémarre la machine calibrée, on a gagné quelques semaines, et quelques semaines, ça te fait tout de suite des centaines de milliers d'euros parce que c'est du matériel en moins à utiliser, c'est plus efficace, on va plus vite, et on redémarre la production plus tôt. Donc ça, c'était le deuxième projet, et je dirais il est dans sa phase d'industriel, et là c'est le plus difficile, c'est-à-dire qu'il faut arriver à maintenir l'intelligence artificielle toujours pertinente. Et on sait bien que les points process dans l'industrie, ça bouge. Au fur et à mesure qu'on avance la production, la machine, elle réagit plus de la même façon. Et donc la suite, c'est vraiment de maîtriser ça et de savoir à quel moment il faut que je réapprenne autour de ça. Allez-y, Monsieur Insinger, vous aviez déjà évoqué un peu le projet, mais voilà, si on peut rentrer un peu plus dans le détail. J'ai évoqué en tout cas le démarrage. Ouais. Ensuite, comme je l'ai dit, ça a été une suite d'interconnexions entre des systèmes préexistants qui vont communiquer entre eux et qui permettent donc à la fois d'optimiser en temps réel le système et de réagir aussi beaucoup plus rapidement à des événements ou des dérives. Donc je peux en prendre donc 2 au hasard. Le premier, c'est à partir du moment où vous avez un système de chargement en fait automatique selon des routes qui sont digitalisées. Vous pouvez optimiser 2 choses qui sont antinomiques, c'est-à-dire que vous devez faire en sorte que chaque lot aura le temps de cycle le plus faible dans la fab, c'est-à-dire qu'il va attendre le moins possible à chaque étape, et de faire en sorte en revanche que chaque équipement produise 100% du temps et n'ait pas de temps de pause pour des raisons évidentes d'amortissement du capital. Et ça, donc, dans un niveau de complexité avec plusieurs technologies, chaque technologie ayant à peu près entre 400 et 600 opérations sur sa route, il n'y a aucun cerveau humain qui est capable de le faire. Et donc il n'y a que des logiciels d'IA qui arrivent à optimiser presque en temps réel ce genre de problème, et donc à choisir, à faire de l'ordonnancement automatique, c'est-à-dire à choisir quelle est la solution optimale à chaque moment. Je vais lancer tel lot sur telle machine parce que c'est ça qui au global donnera la meilleure efficacité. Une fois que vous avez ce système-là, vous pouvez vous dire mais finalement j'ai aussi des demandes clients en permanence qui me demandent d'accélérer plutôt tel lot que tel autre parce qu'il y a un besoin en amont dans l'automobile par exemple. Et ce qui était fait manuellement au départ, avec une transmission d'informations qui pouvait être
pas parfaite, finalement, vous pouvez l'inscrire dans le système. C'est-à-dire, on peut aussi donc faire du service client à partir, ce qui est une nouvelle opportunité, donc qui vient se greffer de nouveau, un nouveau système qui vient se greffer sur l'existant. Et ça communique à partir de quelque part de tables de priorité qu'on va en mettre en entrée dans le système. Bon, la deuxième gros exemple qui a été très significatif chez nous, c'est toute la partie du suivi qualité, donc avec des systèmes de contrôle statistique de nos procédés, avec des mesures sur les lots qui sont en cours de process régulièrement dans leur vie, hein, dans la femme. Au départ, ça préexiste à côté, et puis finalement, vous vous dites, mais si je l'interconnecte avec mon système de MES, de chargement, de communication avec la machine, je peux commencer à détecter des dérives, et puis finalement, arrêter avant un incident sur le matériel en cours de process, commencer à arrêter en automatique les équipements, donner les bonnes alarmes, et puis ensuite, comme mentionné juste avant, vous pouvez mettre un outil de pré-diagnostic qui va aller chercher en fonction de tous les capteurs et de tout ce qui a été enregistré sur l'équipement en temps réel, va essayer de faire des corrélations pour commencer à donner des pistes de route cause sur la dérive et pourquoi d'un coup on est arrivé à avoir été obligé d'arrêter en automatique l'équipement. Donc en ce qui nous concerne, c'est moins des projets un par un qu'une sorte de continuum en fait d'interconnexion de systèmes préexistants qui sont à chaque fois ou déclenchés par un besoin ou par une opportunité d'amélioration. D'accord. Céline Soubeyra, peut-être un ou deux exemples de projets Oui. que vous avez mis en place assez significatifs. Alors, peut-être en préambule, je voulais juste dire que, une des technos, je pense, qui est assez mature et qui quand même s'est bien développée dans l'industrie, c'est la RFID que vous connaissez tous, je pense. Moi, j'avais été assez frappée quand j'avais visité Spartoo. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense, cette société de distribution de textiles, chaussures, etc., qui est pas loin de Grenoble, et qui utilise la RFID, qui a vraiment déployé complètement la RFID. Donc, c'est-à-dire que ce soit pour l'envoi ou la réception, tous leurs articles sont tagués, hein, puisqu'ils vendent des chaussures, des vêtements, et tout est tagué, et tout est robotisé. C'est assez impressionnant. Vous connaissez sûrement Decathlon qui utilise aussi ça quand vous achetez, tout est jusqu'à la caisse. Et donc nous, c'est aussi un exemple de façon de travailler. Il y a déjà quelques années, le CEA travaillait avec un ensemble d'industriels du textile. Il y a beaucoup de textiles en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et une des entreprises qui est issue, qui a déjà 10 ans maintenant, qui s'appelle Primo 1D. Bon, je ne sais pas si vous la connaissez, en tout cas c'est plutôt une start-up on va dire du CEA qui maintenant se développe bien. Et qui est sur Grenoble. Et du coup, c'était via ce consortium en fait, d'industriels du textile et du CEA, il est né cette idée de dire on va mettre une puce sur un fil pour que l'intégration de l'électronique dans le textile se fasse de façon conforme finalement et facilitée. Donc on peut mettre de l'électronique sur une bobine et puis tisser quelque part l'électronique dans le tissu. Il y avait plein d'idées sur les capteurs, etc. Mais une idée maintenant qui est en train de se mettre en place concrètement via cette entreprise Primo 1D, c'est l'intégration donc, de RFID au cœur du tissu. Donc, vous avez déjà vos vêtements avec votre étiquette que vous enlevez parce que ça vous gratte après, mais qui sert justement au suivi de tout le cycle de vie de votre vêtement. Là, l'intérêt de cette technologie qui avait été brevetée à l'époque par le CEA, c'est vous connaissez bien une puce, ça se met dans un boîtier, ça se soude sur un composant. Là, c'est un genre de packaging vraiment très innovant qui permet donc d'intégrer cette puce sur un fil et de vraiment gainer le fil comme dans un procédé de textile sur une bobine. Et donc, du coup, pendant la confection du tissu, la puce RFID est intégrée et qui va rester dans le vêtement. Elle reste tout le cycle de vie. Donc ça permet que ce soit sur la production. Donc ce qu'il faut voir avec l'industrie 4.0, c'est que vous avez parlé beaucoup d'optimisation, c'est que je cherche les PME dans leur process. Mais certaines technologies, c'est le cas de la RFID, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, à la fois parce que c'est une jolie technologie et à la fois ça permet donc de faire du business ou modifier en fait son business model également. De l'optimisation, donc de la prod, on peut aussi servir de cette numérisation sur la manière de commercialiser, etc. Typiquement Michelin qui a des puces RFID sur leurs pneus de camion.
qu'ils vendent. Aujourd'hui, ils ne vendent plus leurs pneus camions, hein, ils les louent. Et voilà, ils suivent le pneu, les rechappages, puisqu'il y a une puce numérique à l'intérieur du pneu qui va suivre tout son cycle de vie. D'accord. Bon, j'ai pris l'exemple de la RFID, puis il y a d'autres exemples, je ne sais pas si je peux en donner d'autres. Non, mais on pourra effectivement les évoquer éventuellement un peu plus tard, mais lors des questions-réponses, je reste avec vous, Céline, pour... sur la question des gains obtenus, des gains, mais également des choses qui n'ont pas forcément marché. Mais voilà, ce retour d'expérience aussi qui est important. Les gains, je pense qu'on les a un peu évoqués, mais vous pouvez également rentrer plus dans le détail. En tout cas, sur aussi les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Donc, si je reste dans les gains, je peux donner un autre exemple. On avait travaillé avec un industriel de l'automobile pour améliorer le procédé de montage de sièges auto, par exemple. Et donc, on a en fait développé une solution de localisation. Donc, vous savez, quand vous vissez une vis, en général, ça automatiquement, ça va visser au bon couple. La visseuse avait ça. Par contre, savoir si que l'opérateur a bien vissé toutes les vis. Voilà, et si on sait localiser et savoir qu'on a bien vissé au bon endroit, au bon couple, on est sûr que toutes les vis du siège auto ont été mises dans un niveau de sécurité, et donc automatiquement. Et donc on n'a pas besoin en fin de ligne de recontrôler que finalement le siège a toutes ses vis. Donc on gagne le temps de contrôle de la fin de... On gagne quand même 10 à 20% de temps lié à cette automatisation qui n'est pas toujours évidente sur certains. Donc, en général, voilà, ce que va chercher en production des industriels, par exemple, c'est des gains de production de temps par l'automatisation, en fait, hein, ou de gestes pénibles avec des cobots qui peuvent porter des charges, etc. Donc, il va y avoir des gains de production, mais aussi des gains pour les opérateurs avec la robotisation. Après... Bon, des écueils, ça peut être justement, on parlait des cobots, là je discutais avec quelques entreprises, ou la robotisation, donc il faut le faire quand il y en a pas mal de volume, donc visiblement quand on a peu de volume, certains des PME peuvent avoir aussi des saisonnalités, c'est plus complexe d'automatiser, effectivement quand on a une production de plusieurs milliers de pièces, c'est plus facile, donc certaines PME peuvent avoir donc, des pièces très variées ou différentes, et donc là il peut y avoir des solutions. Donc, je sais qu'il y a une PME qui avait acheté donc, un cobot pour faire de l'ébavurage et ça n'a jamais fonctionné, trop de disparité de pièces, pas assez de quantité. Et c'était pas, ils n'avaient pas de gain en utilisant ce... Donc ils avaient quand même beaucoup investi, donc bien réfléchir avant de se lancer dans des solutions. Quel volume, quelle est la nécessité de l'automatisation, c'est pas forcément... Donc, Ce qui est sur les séries, c'est effectivement un exemple frappant. En revanche, vous êtes d'accord pour dire que c'est pas parce qu'on fait de la petite série avec plusieurs gammes différentes que l'automatisation n'est pas faite pour nous. Disons que c'est vraiment le cas. Oui, alors par exemple, là, un Kobo, là, notre exemple réussi sur un Kobo, c'est pour tout ce qui est ponçage, par exemple, ça s'est bien adapté. Et donc là, il y avait justement un poste très pénible, mais aussi un bottleneck de la production pour le parti ponçage de moules. Et là, le Kobo a à la fois réduit la difficulté des opérateurs à faire cette opération, mais surtout à débloquer le bottleneck pour avoir augmenter la quantité de production possible de ce moule. Donc oui, il y a bien sûr des exemples où ça marche bien. Monsieur Assinger, je crois que c'est vous qui... Bon, on va partir. Voilà les gains et éventuellement les choses que vous auriez aimé faire différemment avec le recul. Alors, bon, j'ai pas d'exemple d'échec, en fait. On n'en a pas eu à chaque fois. Encore une fois, à partir d'un besoin ou d'une opportunité qui apporte de la valeur, ça a toujours été une réussite. Ce qui ne veut pas dire que c'est simple à mettre en œuvre. Donc l'échec ou les difficultés sont plus souvent dans la mise en œuvre que dans le projet lui-même, et son aboutissement a toujours été positif. Évidemment, si on doit lister, les gains de productivité sont évidents, j'en ai donné plusieurs. Sans doute le plus déterminant aujourd'hui, ça va être tout l'aspect qualité et suivi de nos équipements, en particulier de tout ce qui est dérive. En fait, plus vous automatisez,
plus vous devez être dans de la paranoïa vis-à-vis de la supervision des événements anormaux. Parce que justement, le rythme augmente, la complexité augmente. Et donc, c'est tout l'aspect supervision, suivi et anticipation qui devient critique. Et ça, c'est un gain. Enfin, l'industrie 4.0 amène des possibilités énormes. Bon, si je prends un exemple simple, encore une fois, sur la manière dont on suit des équipements aujourd'hui, on a plusieurs centaines de capteurs et on suit donc à chaque étape et quelque part du procédé de chaque wafer une quantité innombrable de paramètres dont on sait qui doivent être situés dans telle et telle gamme. Et ça nous permet de voir, d'anticiper des dérives lentes, de planifier des maintenances préventives avant d'arriver à l'accident, ou au contraire de les repousser parce qu'on se rend compte que finalement, aujourd'hui, on était au calendaire et que ça n'a plus de sens. Donc on économise des pièces aussi et du temps d'intervention. Donc un des gros gains aussi, en plus de l'aspect qualité suivi de nos procédés, c'est aussi la capacité en fait à se projeter et à planifier. En fait. Avec toutes ces données, vous avez une sorte de jumeau numérique qui vous permet de vous projeter, y compris sur des situations anormales, en vous disant mais finalement quelle sera la conséquence de ça dans ce système si compliqué. Vous pouvez en fait vous projeter en faisant une simulation. Et ça c'est très important. D'accord. Monsieur Genouvrier. Alors moi j'ai en tête un projet, alors toujours à base d'IA, mais c'était sur les tickets informatiques. Hein. Je pense que vous avez tout ça dans vos entreprises. Problème avec mon PC, je vais mettre un ticket. Et l'idée c'était de se dire, finalement il y a peu de valeur ajoutée à trier les tickets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour automatiser cette tâche qui n'est pas très intéressante pour celui qui le fait, pour aiguiller tout de suite vers le bon expert qui lui sait résoudre. C'est un problème de RP, c'est un problème de MES, c'est un problème juste de hardware, il faut changer le PC, etc. Donc il y avait ce projet qui était mené, et puis de façon inattendue, le Covid est arrivé. L'entreprise s'est fermée, et le prestataire qui opérait pour nous le support de premier niveau a emmené toutes ses équipes dehors. Donc plus de support informatique de premier niveau. Donc du coup, on a mis en œuvre la solution qui avait été développée en parallèle en se disant de toute façon, on n'a pas le choix, puisque sinon, c'est nos experts qui vont intervenir directement sur les tickets. Donc on l'a mis en musique, j'ai envie de dire, et effectivement, comme de toute façon, il n'y avait que ça, c'était plutôt bien, parce que les experts n'étaient pas à trier les tickets, mais à les résoudre. Donc ça a duré pendant 6 mois à peu près, hein, le temps que tous on s'adapte un petit peu à ce Covid et à la façon dont on pouvait travailler avec. Et puis une fois qu'on est revenu dans des modes un peu plus standards, on a vu un peu les limites du système, c'est-à-dire que toute la base sur laquelle on avait fait apprendre l'IA commençait à ne plus être pertinente par rapport à la façon dont nos employés formulaient leurs demandes. Ils avaient changé leur contexte, ils décrivaient plus de la même façon le même problème, et du coup, comme l'IA, c'est pas magique, et elle trouvait plus et elle aiguillait vers les mauvais experts. Donc là, c'était mitigé. Finalement, on a eu un gain, mais qui doit s'entretenir, donc il faut réinvestir, il faut réapprendre, et ça coûte quand même relativement cher. Donc on va dire que le bénéfice sur l'effort, il est vraiment contextuel finalement dans ce cas-là. Je vous laisse éventuellement laisser continuer. Maintenant plus globalement, si on avait 2 ou 3 bonnes pratiques et 2 ou 3 à l'inverse mauvaises pratiques à ne pas commettre, quelles seraient-elles? Sur les bonnes pratiques, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un demandeur motivé. Moi, je pense que c'est la clé. Il ne faut pas forcer des solutions à des gens qui n'en ont pas envie. Il faut, pour moi, pour que ça prenne, que le client de la solution, il soit motivé. Après, les gens qui la développent, généralement, ils sont motivés, il n'y a pas de souci. Et puis, l'industrialiser derrière. Toujours se dire, si je fais juste un one-shot, hein, puis moi, je suis bien placé pour le dire parce que je suis en R&D, un one-shot, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien à l'entreprise. Ok, on va voir que c'est possible techniquement, mais on ne va pas prendre les gains. Et quelque part, l'industrialisation de tout ce qui est autour du 4.0 n'est pas si évident que ça à maintenir et à structurer au sein de l'organisation. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir se donner une équipe qui est en charge de ça, mais pas que pour le développement, aussi pour la maintenance. Okay. Céline Soubera. Peut-être juste un exemple alors sur une des technos, sur la cybersécurité par exemple, je peux vous donner.
quelques conseils. Parce que nous, ce qu'on voit quand même souvent arriver, alors quand donc un industriel a numérisé soit quelque chose de sa production ou surtout un produit, il a pensé à la cybersécurité à la fin du développement. Voilà. Donc s'il y a vraiment un gros conseil à donner sur soit d'interconnecter effectivement une machine qui n'avait pas été connectée, ou alors effectivement vous mettez de l'électronique dans votre produit pour le rendre connecté. Il faut vraiment que dans la conception du produit ou du procédé connecté, il faut que le sujet cybersécurité soit réfléchi en amont. Quelles sont vos vulnérabilités, le niveau de sécurité dont vous avez besoin, etc. On le sait au départ, sauf qu'évidemment, on n'a jamais le temps, on n'a pas forcément les compétences au sein de son entreprise. Donc là, nous, on a vu beaucoup arriver d'entreprises avec des objets déjà développés et dont on fait le diagnostic après, alors qu'on aurait pu finalement concevoir différemment pour justement intrinsèquement presque être sécurisé. L'autre point aussi, je voulais aussi dire par rapport à ce que fait le LETI, le laboratoire d'électronique. Donc nous, on est plutôt sur du edge, essayer de développer des composants, d'ailleurs avec ST, qui vont pouvoir faire le plus de calculs possible au sein de l'objet ou au sein de la machine pour ne pas avoir remonté des données dans le cloud de façon, donc pareil, pour essayer d'avoir des plus... La meilleure cybersécurité, c'est que vous n'envoyez pas la donnée sensible, en fait. Ou vous l'envoyez cryptée, ou vous l'envoyez que des choses très simples ou non vitales au niveau du cloud, et que vous faites le plus de calculs possible au sein de l'objet, du capteur, au sein de la machine. Donc ça, c'est vraiment des gros développements en cours pour avoir justement des composants peu consommants, une grosse capacité de calcul qui permettent donc de numériser soit des produits, soit des objets, soit des machines, avec un calcul qui va être fait sur place. C'est pas facile de faire de l'IA. Vous savez que l'IA consomme beaucoup de calculs, de cloud. Donc faire de l'IA embarquée, c'est pas forcément évident. Et c'est des grosses tendances technologiques qui se développent aujourd'hui. D'accord. Monsieur Assinger, également quelques bonnes pratiques et quelques choses à ne pas faire. Alors, ça va rejoindre ce que j'ai déjà entendu. J'en vois deux qui sont majeurs. C'est effectivement quand on se lance dans un nouveau projet comme ça, il faut mettre en place une sorte de gouvernance avec les différents métiers. Donc ça inclut l'IT pour la cybersécurité, ça inclut l'aspect social, ça inclut valider simplement qu'il y a un vrai besoin ou un gain associé, et pas juste on y va parce que c'est la mode et tout le monde y va. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que à la fin, c'est quand même un système qui va automatiser certains processus avec des hommes et des femmes qui faisaient ce processus avant. Donc la clé, c'est la co-construction. C'est-à-dire que, évidemment, on veut inscrire du savoir-faire dans un système pour automatiser des tâches et leur demander d'aller justement faire des tâches du coup de plus haute valeur ajoutée ou aller gérer des situations non standards. Et il est impératif de co-construire le système avec eux parce qu'à la fin, c'est quand même eux aussi qui vont cohabiter au quotidien et qui vont l'utiliser. Le plaquer comme ça sur une organisation ne fonctionne absolument pas. J'ai une petite anecdote d'ailleurs, j'ai entendu parler du Covid là, c'est un bon exemple parce qu'on est typiquement une nouveauté qui est apparue chez nous, c'est qu'on travaille beaucoup avec des sous-traitants qui sont les gens qui nous vendent et fabriquent les équipements. On continue à travailler avec eux en permanence, en particulier sur des grosses interventions sur ces équipements. Et pendant le Covid, en fait, il y a beaucoup de ces personnes qui viennent de l'étranger, plus de voyages, terminé, donc plus personne bouge. Impossible d'opérer donc avec ces personnes qui d'habitude sont sur site pour plusieurs semaines à chaque fois qu'on a besoin d'eux. Et ça, en fait, ça a déclenché une adaptation à travers les lunettes à réalité augmentée, puisqu'on a mis en place donc, des interventions compliquées avec des gens chez nous, pilotées en fait par des experts à distance à l'aide de ces lunettes à réalité augmentée, sur lesquelles ils pouvaient voir à la fois la personne à distance voyait exactement ce qui était en train de se passer, pouvait guider l'opérateur, mais en plus
en plus avec des informations qui pouvaient s'afficher en temps réel, à la fois en termes de sécurité ou de choses auxquelles il fallait faire attention pendant l'intervention. Bon, ça a tellement bien marché que maintenant c'est quelque chose qu'on est en train de déployer. À la fois avec des compétences internes qui ne seraient pas directement sur le site de l'intervention, mais aussi on continue avec des compétences externes. D'ailleurs, ça fera le lien, je crois, avec la partie environnementale et énergie, parce que oui. Ça évite typiquement une quantité de trajets incroyable. D'accord. Et les résultats sont là-dessus, sur les lunettes connectées, et donc cette télémaintenance finalement En fait, ça a été... Pour le coup, ça a été directement, construit, mis en place avec les gens qui interviennent d'habitude, et ça a été totalement adapté parce que alors eux, ils croissent en compétences parce qu'ils ont un accès direct et une discussion directe avec un expert qui va pouvoir les guider, et c'est d'une efficacité redoutable parce que ça se déclenche en fait, y compris la nuit, si c'est des gens qui sont aux USA parce que l'horaire colle et c'est un fonctionnement qui est beaucoup plus fluide. Et ça fait monter l'opérateur sur place en compétence, du coup. Exactement. Parce que Exactement. C'est lui qui intervient. Lui apprend, en fait, à travers une compétence qu'il guide en temps réel. D'accord. On va rester sur on va aborder les deux derniers thèmes. Tout d'abord, le premier thème sensible, la cybersécurité, évidemment. Là, c'est la grande... qui dit objet connecté, dit tout un tas de données éventuellement hébergées. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la cybersécurité? Est-ce qu'il y a aussi peut-être des idées reçues ou des choses aussi à vraiment mettre en place pour éviter de se faire piéger, comme c'est le cas de beaucoup d'entreprises aujourd'hui? Je pense qu'il faut rester assez humble sur la cybersécurité parce que c'est vraiment un problème très très complexe pour nos entreprises. On a eu tous envie de tout numériser et avec des gains. Et on voit maintenant la fragilité d'avoir fait ça. Et du coup, c'est comme vous disiez, à rebours, il va falloir revenir un petit peu en arrière, réfléchir vraiment à ce qui est pertinent et ce qui l'est moins. Et quand j'en discute avec notre responsable sécurité globale du site, qui s'occupe aussi de ces aspects-là, lui, ce qu'il voit comme difficulté, c'est la convergence des systèmes et leur obsolescence programmée. On sait tous que les versions de logiciels, elles sont maintenues 4 ans, 5 ans, et après, l'éditeur vient vous voir en disant je suis désolé, mais moi je change. Et il va falloir changer. Et quand on multiplie les logiciels, ils ne se changent pas tous à la même fréquence et ils ne se changent pas tous au même moment. Pour autant, comme ils sont tous interconnectés, leurs dépendances entre elles sont complexes à imaginer. Et souvent aussi, ils changent parce qu'il y a des failles de sécurité dans le logiciel. Et donc avoir la vision macro de tout ce qui est à mener de façon judicieuse avec un minimum de risque est vraiment pas évident aujourd'hui. Nous, on a très peu de données dans le cloud, donc on n'a pas trop ce souci-là. Par contre, on a effectivement une vulnérabilité avec de nombreux postes et une difficulté à interdire des connexions de clés USB ou ce genre de choses. On peut toujours le dire dans le règlement, c'est le cas. Pour autant, le geste physique, il est toujours possible. Donc voilà, c'est une préoccupation. On y travaille, mais c'est pas évident de trouver vraiment des solutions efficaces autour de ça. Madame Soubira, par rapport à... Vous êtes très concernée, je pense. J'ai pas plus d'éléments. Enfin, j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Donc un point de vigilance, c'est bien de le considérer dès le départ de sa conception de la numérisation. Ce qui développe bien, c'est la blockchain, même une blockchain industrielle, du coup, qui se développe pas mal dans les industries pour authentifier une opération cryptée. Donc là, vraiment, la blockchain industrielle se développe, je ne pourrais pas plus développer que ça, mais se développe bien. Après, la difficulté de la blockchain, ça va être quand même la quantité d'énergie nécessaire à authentifier une opération et à partager la puissance de calcul pour authentifier ces opérations. Donc ça reste quand même des choses encore à améliorer, procéder à ce que... ça permet vraiment de sécuriser des échanges au sein donc d'une numérisation complète d'un procédé, par exemple dans le médical. Donc la blockchain commence à être vraiment utilisée, mais warning sur la consommation d'énergie, de l'identification des opérations faites à blockchain. Ça permet de faire des smart contracts, c'est des choses que vous connaissez, j'imagine, qui émergent bien. Mais attention à l'énergie. Je sais qu'il y a vraiment des discussions au niveau national pour la blockchain industrielle, qui est un partage en fait,
que plusieurs industries, finalement, l'idée c'est de partager le calcul entre eux pour authentifier des opérations qui vont être faites dans chacune des entreprises. Donc si on identifie un consortium d'entreprises, évidemment, on peut potentiellement partager sa force de calcul pour authentifier cette blockchain. Mais attention à la consommation d'énergie qui va être le sujet d'après. D'accord. Oui, justement, Monsieur Assinger, les deux questions, cybersécurité et économie d'énergie, deux sujets très différents, mais voilà, qui vous concernent. Alors, ce qui concerne la cybersécurité, donc j'ai ni on va dire la compétence ni la responsabilité du sujet. En revanche, évidemment, c'est pris très très au sérieux dans une compagnie comme la nôtre. Il y a deux éléments que je peux citer parce que je les connais. Typiquement, on a un réseau. Donc, pour la partie manufacturing de Kroll, on a un réseau totalement interne qui est complètement ségrégué de l'extérieur. Et on n'a pas de communication, on n'envoie pas de données à travers le cloud pour aller faire du computing à l'extérieur. Et on s'applique les bonnes pratiques qui ont été mentionnées juste avant, avec des capteurs des puces qui associées à des capteurs vont faire du computing localisé, stocker des informations localisées et interagir avec un système parfaitement ségrégué de l'extérieur. Bon, ça c'est un premier verrou. Et après, le deuxième, c'est évidemment l'humain qui intervient, et c'est à travers ça aussi qu'on peut être vigilant. On a mentionné le cas des ports USB. Typiquement chez nous, il n'y a aucun port USB qui est accessible, donc physiquement, voilà, on a réglé le problème. Vous les avez bouchés avec du chewing-gum, ça? On a fait en sorte qu'il ne soit plus actif si vous branchez une clé dessus. Bon, c'est un des exemples, mais évidemment, c'est à prendre à la fois en amont et très très au sérieux. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à pas avoir une approche gris clair, mais plutôt blanc-noir sur le sujet. Et alors les économies d'énergie, donc tout autre sujet, mais voilà, en quoi finalement ces nouvelles technologies peuvent aussi améliorer ou réduire la facture énergétique de l'usine? Alors, bon, évidemment, quand vous êtes dans l'optimisation comme ça, à travers ces systèmes interconnectés et d'IA, de facto, entre guillemets, vous faites plus avec moins. Vous faites en sorte que vos équipements soient occupés 100% du temps, qu'il y ait le moins de pauses. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des pauses, comme tout système électronique, finalement, il y a une consommation statique, quoi qu'il arrive. Elle est statique en électricité, elle est aussi souvent statique avec quelques fluides. Donc on n'est pas juste sur de l'énergie, mais aussi sur de l'eau et des gaz, par exemple. Donc une optimisation pour extraire plus de l'outil de production est par défaut bénéfique. Par unité, vous réduisez l'énergie, et c'est ce qu'on a constaté au cours du déploiement de toutes ces technologies. L'énergie consommée par unité sortie, quelque part. Bon, le deuxième point, c'est qu'effectivement, maintenant, on fabrique ces puces, d'ailleurs, ce qu'on appelle des microcontrôleurs communicants, qui vont pouvoir justement être à l'écoute de la manière dont la machine fonctionne et pouvoir éteindre et mettre en veille des sous-systèmes qui ne seront pas mobilisés pendant un certain temps pour réduire quelque part la consommation de l'équipement, alors que ce n'est pas nécessaire. C'est ces fameux microcontrôleurs qui sont capables de traiter de l'information, de la stocker et ensuite de déclencher une action au niveau des équipements. D'ailleurs, c'est pour nous, fabricants, une des sources de croissance qui est très très importante. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est en train de se déployer à très très grande échelle. On a d'autres initiatives, typiquement à base de carbure de silicium pour optimiser tout l'aspect chargement et gestion des batteries qui sont en train de se diffuser aussi bien dans les objets connectés que dans les voitures. Ça, c'est le deuxième point. Bon, à la fin, ces systèmes, même une fois qu'ils sont optimisés, finalement, ils ne connaissent que leur intérieur, que ce qu'on a mis dedans. Et les vrais sauts en termes d'économie d'énergie, ils se font toujours dans la manière dont on structure, en fait. Et là, ça reste l'humain, en fait, qui lui pense en dehors de la boîte que le système, la seule boîte que le système connaît, et qui permet donc de réellement faire des améliorations sur les procédés de fabrication en termes d'énergie, de durée, de consommation des fluides et de structuration du système pour le rendre beaucoup plus efficace.
Céline Soubira. Alors, sur l'énergie, nous, côté labo CEA, on va intervenir à différentes dimensions. Effectivement, la petite dimension microélectronique, on va travailler effectivement avec des acteurs de la microélectronique pour baisser la consommation des composants. Après, il faut faire attention, warning, c'est l'effet rebond de ça, c'est-à-dire que c'est pas parce que le composant consomme moins qu'il faut plus en consommer, mais il faut qu'au niveau système, finalement, ça permet une sobriété. Donc je pense quand même que ce qu'on fait aujourd'hui en microélectronique ou en système électronique, en capteur, même si ça rajoute quelque part du calcul, il faut qu'au niveau global, ce soit justement des gains d'énergie qui soient, grâce au capteur, qui soient obtenus. Et c'est ça l'objectif en fait, hein, c'est d'obtenir des informations pour optimiser le système et avoir la sobriété au niveau système. Donc nous, on travaille effectivement sur des procédés SOI, FSD-SOI pour avoir des composants qui consomment peu. Et après, nous, on va travailler bien évidemment au niveau système énergétique. On a tout un laboratoire qui s'appelle le LITEN à Grenoble, qui travaille sur l'hydrogène, sur les batteries et sur donc l'optimisation industrielle de l'énergie. Donc on va travailler à des pilotages de machines, du stockage d'énergie sous forme thermique, par exemple, pour récupérer la chaleur fatale. Donc, beaucoup pharmacie, agroalimentaire, je ne sais pas si vous êtes dans ces secteurs-là, hein, mais on peut évidemment, il y a pas mal d'économies d'énergie à faire hein, au sein d'un procédé industriel. Hein, il y a des énergies perdues en thermique ou autres. Donc il y a pas mal d'industriels, il y a des offres de solutions aussi. Donc nous on travaille ces offres de solutions pour optimiser leur système, donc récupérer de la chaleur fatale. La chaleur fatale, c'est la chaleur potentiellement perdue, pour la réinjecter après dans le procédé industriel. On a vraiment travaillé avec pas mal d'industries, même en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc sur l'optimisation de leurs machines, qui vont après vendre dans l'industrie, pour avoir des systèmes de stockage et de pilotage qui permettent d'intégrer de l'énergie fatale dans leurs machines, à utiliser l'énergie fatale pour alimenter leurs machines. D'accord. Voilà. Ce jeune ouvrier, du coup, les gains énergétiques suite à la mise en place, ou peut-être pas d'ailleurs, hein, c'est... Oui. Un élément, excusez-moi, je voulais dire. C'est quelque chose aussi qui se développe bien, c'est l'écologie industrielle. Donc entre industrie, les déchets, parce qu'il y a l'énergie, mais il y a aussi l'écologie, donc les déchets aussi, ça c'est quelque chose qui se développe, enfin sur lequel on travaille beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des industriels qui ont des déchets et qui après peuvent devenir un intrant d'une autre industrie. Donc ça c'est vraiment quelque chose de développé. Et j'avais appris d'ailleurs que ST fournissait du silicium, industriel de l'aluminium, puisque l'aluminium a besoin du silicium et vous avez des déchets de silicium, par exemple, c'est un exemple tout bête de l'écosystème grenoblois, mais il y a plein d'autres exemples comme ça d'écologie, soit des déchets et d'énergie qui peuvent aussi s'échanger entre industries. Donc ça c'est quelque chose qui se développe et voilà, qui pourrait être aussi une bonne réponse à la sobriété énergétique. D'accord, ce jeune ouvrier. Moi, je pense, comme ça a été rappelé, nous on vise aussi à réduire la consommation de nos capteurs globalement. Hein. De toute façon c'est la tendance. Alors ça participe à l'environnement, mais de toute façon, c'est un besoin de nos clients, hein, d'avoir des choses plus autonomes, plus nomades, avec des batteries plus petites. Donc, quelque part, ça participe de ça. On est assez concerné par l'environnement aussi parce que c'est un business pour nous, hein, faut le dire. On équipe des satellites scientifiques qui vont surveiller l'atmosphère, qui vont regarder un petit peu la météo, les émissions de CO2, etc. Donc, on travaille beaucoup avec l'Agence spatiale européenne. On équipe aussi des industriels qui font des chaînes de tri de plastique, avec de la vision proche infrarouge pour pouvoir trier sélectivement, essayer de voir ce qui se passe. Donc j'ai envie de dire que de par nos clients, il y a quand même cette sensibilité qui est présente dans l'entreprise. Et pour aller un petit peu plus loin, cette année, on a décidé de commencer un diagnostic de l'entreprise, ce qu'elle consomme, ce qu'elle rejette, quel est le cycle de vie de nos produits pour commencer à mesurer et puis ensuite, évidemment, aller réduire les choses, recycler au maximum hein, l'ensemble de nos déchets. On essaye maintenant vraiment de rentrer dans les filières de recyclage, de valoriser et de retravailler plutôt que de jeter. Hein. Je pense qu'il y a cette tendance qui est là pour nous tous. Très bien. Très bien, ça sera le mot de la fin. Il nous reste quelques minutes pour éventuellement des questions, si vous en avez. C'est vrai que j'en ai posé pas mal, mais... Bonjour, Damien Lafarge du CERN. Je suis en ce moment confronté à une problématique par rapport à la maintenance 4.0. Il y a de plus en plus de prestataires de services de maintenance. Alors nous, on sous-traite la maintenance d'un certain nombre de systèmes spécifiques qui proposent de mettre des objets connectés et de récupérer les données eux-mêmes
pour, bien sûr, les accumuler à une échelle peut-être européenne même, et améliorer une meilleure maintenance. Mais un des sujets qui me préoccupe, c'est les ascenseurs, par exemple. Forcément, l'enjeu de cybersécurité est un peu significatif là. Je voulais savoir si vous aviez des exemples de prestations en maintenance 4.0 avec des données hébergées par une tierce partie dans le cloud, et éventuellement quel retour d'expérience vous avez par rapport à ça. Alors moi, on a un projet de maintenance prédictive sur nos machines et à la fois sur nos produits, mais effectivement, on n'envisage pas le cloud comme solution. C'est-à-dire que le computing, il est chez nous. Et après, il y a effectivement des acteurs avec qui on discute, parce qu'on se fait aider de spécialistes qui disent si vous mettiez vos données et que vous les partagiez avec d'autres qui utilisent les mêmes machines que vous, ce serait plus efficace, parce qu'il y a plus de data, on peut annoter plus efficacement, etc. On n'est pas convaincu par cette approche parce que les usages sont quand même assez différents, le contexte d'utilisation des machines est différent, et puis quelque part c'est quand même des machines sensibles pour nous, donc on n'a pas spécialement envie de partager nos données process avec d'autres dont on ne maîtrise pas l'usage, on va dire. Donc pas d'expérience à vous donner, si ce n'est qu'on a fait le choix de rester en local. Alors, pour répondre, il y a deux niveaux. Déjà, est-ce que votre problème, c'est la sensibilité des données? Donc, sur un ascenseur, peut-être pas. Voilà. En tout cas, en termes de propriété intellectuelle. Et la deuxième, nous, on a mis en œuvre, donc comme je vous ai dit, on est ségrégé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action possible ou de lien direct avec l'extérieur. En revanche, vous pouvez toujours envoyer à sens unique des fichiers de données. Voilà. Ça, c'est assez simple. C'est dans un sens uniquement. Et ensuite, ils retraitent les données avec les softwares qu'ils veulent. Ils font les analyses qu'ils veulent, ils vous les partagent. Mais ça permet de casser en fait le lien d'accès possible en direct, en tout cas, qui, à partir du moment où il y a un chemin, ouvre une brèche quelque part. D'autres questions? Bon, écoutez, c'est parfait. Je vous remercie infiniment, une nouvelle fois, d'avoir répondu présent à cette table ronde. Et merci aussi au public d'être nombreux. Venus nombreux, on peut les applaudir. Ouais.